Donc en fait, c'est des travaux qui sont à la base issus d'un mémoire de master à l'IUM, donc à Brest, en géographie, sous la tutelle d'Ivan Paillet, archéologue, et Pierre Stéphan, donc géographe, à l'IUM. Et en fait, tout est parti d'une histoire où Ivan m'avait pris en stage en me disant « Écoute, il y a une structure sur l'Estran, à Pinmar, ça fait 25 ans qu'elle me casse un peu la tête, je ne sais pas trop ce que c'est, ce serait bien qu'on se penche un peu dessus. » Donc on avait un peu dégrossi un peu pas mal de choses en faisant des relevés, en s'intéressant un peu sur l'histoire locale, et on a décidé de continuer à travailler là-dessus, plus sur en proposant en fait un travail scientifique et en élaborant en fait une approche pluridisciplinaire, donc en mêlant à la fois géographe, historien, archéologue, ethnolinguiste, pour essayer de nous éclairer un peu sur cette structure qui nous pose encore pas mal de questions. Donc, pour resituer un peu, ceux qui ne voient pas trop où ça se trouve, on se situe ici, donc au sud Finistère, sud-ouest Finistère, donc sur la commune de Pinmar, Sanguinolé, plus précisément, et on se situe, donc si on grossit un peu plus loin, un peu plus proche, pardon, dans l'anse de Porscarne, comme vous pouvez le voir ici, avec donc ces structures qui se situent ici juste au niveau d'un endroit de mouillage. Donc on est sur un site assez connu des marins, un passage obligé qui permet de relier à la fois la mer Celtique au nord et le golfe de Gascogne au sud. Et donc cette pointe de Pinmar qui fait la transition entre la baie d'Audierne, sur plus de 30 km, et les rochers de Pinmar. Donc un endroit assez dangereux en navigation, surtout dans l'ancien temps. Et cette pointe fait que c'est quand même une situation assez stratégique. Et ce qui explique notamment une occupation humaine qui remonte à plus de 8000 ans maintenant. Donc on a réalisé cette carte un peu qui recense toutes les données historiques et archéologiques qui existent sur cette pointe. Donc comme vous pouvez le voir en fait à l'instar de la pointe de la Torche, on est quand même sur une pointe chargée d'histoire où les premières occupations reconnues correspondent à un site de chasseurs-collecteurs du Mésolithique final, caractérisé par des armatures géométriques en forme de trapèze, donc comme vous pouvez voir ici à droite. On a aussi environ 2000 ans plus tard, donc au néolithique moyen, deux cairns qui ont été érigés, qu'on peut voir ici, T1, T2, qui n'existent plus à l'heure actuelle, et qui étaient donc érigés sur cette pointe de Porscarne et qui explique aussi l'origine du nom de cette pointe. Donc ces monuments portent le nom de Rosmer, donc soit le Grand Tertre, et ils ont été fouillés notamment par du Châtelier père et fils, et aussi plus tard par des membres du groupe finistérien d'études préhistoriques. L'un d'entre eux sera notamment réutilisé par les Romains. Donc là vous avez une coupe notamment du Grand Rosmer. On est quand même sur un monument assez grand, de plus de 40 mètres de diamètre, avec une hauteur de plus de 6 mètres. On a aussi plus vers l'est, comme vous pouvez voir ici, vers Toulgouin, on a pas mal d'éléments, notamment des traces d'un habitat conservé dans un vieux sol et qui présente des matériels de céramique, comme vous pouvez voir en bas à droite. Donc typique en fait de la culture campaniforme qui nous amène donc vers les années 2400 à 2300 avant Jésus-Christ. Donc c'est des sons qui ont été récupérés par Pierre Boulet-Caire. Je remercie sa présence aussi. On a aussi un peu plus au sud-est de la pointe, on a eu d'anciens ateliers de briquetage et des ateliers de saunier aussi qui ont été aperçus. Et on a aussi, si je reviens sur cette carte, au nord-est de la pointe, donc vous avez plusieurs points ici, on a des anciennes arêtes de poissons qui sont en accumulation sous des grosses dalles en pierre en fait, et qui correspondent, qui s'adossent à un talus sous-jacent, talus que vous pouvez voir retracé ici, qui englobe toute la pointe de Porscarne. Il subsiste encore quelques vestiges, on est sur un talus armé de pierres
d'une épaisseur à peu près de 3 mètres. Donc on est quand même sur un talus assez important qui a été daté sans plus de précision au Moyen-Âge par Pierre-Roland Gillot. Donc on a aussi à cet endroit des sépultures qui datent aussi du Moyen-Âge, notamment une tombe qui a été entourée, découverte en 1946, toujours par Gillot, et donc qui a trouvé une sépulture d'une femme accroupie, datée aux alentours de 669 à 961 après Jésus-Christ. Donc on se trouve en fait sur 3 tombes dans un périmètre restreint, donc qui correspond vraisemblablement à une petite nécropole du haut Moyen-Âge, donc entre plutôt les périodes mérovingiennes et carolingiennes. Pour achever aussi cette énumération, on a un monument toujours visible donc au nord-est de la pointe de Porscarn, qui est en fait un ancien four à goémon qui date à peu près du 19e, 20e siècle, donc qui est toujours présent. Donc on peut voir que cette pointe a été occupée pendant plusieurs années, mais là ce que je vous présente jusqu'à maintenant, c'est une énumération pour montrer l'implantation humaine, mais qui présente des structures terrestres. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, sur ce cliché, c'est ces structures rectangulaires donc, qui sont situées sur l'estran. Structure un peu interrogative, qui nous pose pas mal de questions, et on va essayer de défricher ça un peu aujourd'hui avec les travaux que je vais vous présenter. Donc il s'agit d'une structure anthropique qui a été édifiée avec des blocs roulés et qui forme à première vue. On peut voir ici, on a une succession de 5 rectangles orientés nord-ouest-sud-est. Et on arrive à dissocier aussi sur ces formes des pierres dressées que vous pouvez voir notamment ici, à chaque bordure externe en fait, des rectangles d'une hauteur à peu près d'1 mètre de haut, avec une bordure rainurée en hauteur. Donc, on est sur une structure qui est assez intéressante car on n'en a jusqu'aujourd'hui trouvé aucune trace en Bretagne. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à essayer d'enquêter, de proposer en fait une approche scientifique un peu pluridisciplinaire. La première étape a été de se dire, bon, est-ce qu'il y a déjà des connaissances scientifiques, des mentions bibliographiques existantes? Eh bien, on n'en a pas beaucoup en fait, on n'en a que 2. La première date de 1968, de Lucien Gégou, qui évoque, donc je vais vous citer ça, 8 rochers pointus calés dans la roche à l'extrémité de la zone sableuse. Ces zones, dont l'une est presque intacte, servaient d'échouage pour les barques de pêche. La proue et la poupe étaient maintenues par des cordes amarrées à ces roches. Ces zones d'échouage ont été construites par les émigrants gallois durant le Haut Moyen-Âge. Donc ça, c'est une première hypothèse qui a été reprise en 85 par Pierre-Roland Gillot, qui lui cite à son tour « Nous avions toujours été intrigués par des structures situées en bas du platier rocheux à son est. Les pierres ont été retirées de 3 ou 4 zones subrectangulaires sableuses. Au centre de chaque petit côté de l'entourage, plus ou moins éboulé de pierres, se détache une dalle verticale, plus grande que les autres, la tête étant aménagée pour y serrer un cordage. Il ne peut s'agir de structures de pêche, c'est trop haut par rapport au niveau moyen, mais il s'agissait certainement là d'emplacement d'échouage de barques de pêche. La proue et la poupe étroitement maintenues par des cordes. Nous n'avons pas eu l'occasion de remarquer ailleurs sur les côtes bretonnes une telle disposition de posée captive. » Donc en fait, on est devant une hypothèse qui semble séduisante, mais les zones rectangulaires possèdent des dimensions beaucoup trop grandes pour accueillir des bateaux de pêche. On est sur des formes qui font à peu près 20 mètres sur 5. Néanmoins, on a quand même d'autres éléments qui se raccrochent un peu à cette hypothèse de zone portuaire. Notamment en regardant un peu les anciennes cartes anciennes, là, on a fait une petite compilation. On se rend très vite compte qu'on est sur un endroit qui a été vite signalé, notamment par la présence de farillons, donc qui indiquent soit un abri, soit une zone assez dangereuse. Et on a aussi sur les relevés de Botango-Pré, donc des cartes de à peu près du début
début 1800-1830, on a une indication de zones pouvant être utilisées pour le mouillage quand eh bien, un navire se retrouve dans une tempête et ne peut ni rejoindre Audierne, ni rejoindre le sud, plus au sud vers Pinard. Donc on a une zone d'abri potentielle qui reste assez complexe, mais très vite on a quand même la notion d'abri, d'échouage. Donc on n'a aucune datation, on ne sait pas par qui elle a été construite et à quelle époque, on n'a aucune information à ce sujet. On s'est, du coup, vu par ce manque un peu d'éléments, on s'est intéressé aussi à la culture locale, au dire existant. Alors, pour se raccrocher à ça, je vous ai mis là une compilation d'anciennes cartes postales qui montrent en fait qu'on se retrouve, on est au début là, du XXe siècle, donc on est quand même sur des structures qui se retrouvent à peu près dans le même état initial. Donc, ça prouve qu'on est quand même sur des formes assez anciennes. Là, on a des photographies aériennes qui datent de 1923 jusqu'à 1954. Là aussi, on voit qu'on a ces rectangles disposés dans un état à peu près similaire qu'actuel. Donc, on peut se dire qu'on est quand même sur une structure plus ou moins ancienne, qui est en tout cas antérieure au XIXe siècle. Par rapport à la culture locale, on se retrouve avec eh bien, des ouvrages qui sont décrits comme soit d'anciennes pêcheries ou des viviers. Alors ces éléments, on a essayé de les étudier, de les comprendre, et on est plutôt d'avis à réfuter ces avancées. Pourquoi? Premièrement, par rapport aux pêcheries. Les pêcheries sont des ouvrages, notamment en Bretagne, en côte atlantique, assez connus. On se retrouve vraiment avec soit des structures en pierre, en forme d'arc de cercle, ou en bois qui permettent de réaliser des entonnoirs. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur une succession de rectangles. C'est un peu bizarre, on n'a jamais vu ça, et on se dit que par rapport à la culture locale, c'est un peu un ovni. Donc, cette histoire de pêcherie, on ne s'accorde pas trop là-dessus. Néanmoins, on sait que ces formes ont été utilisées pour la pose de filets, notamment de mulets. Mais on se dit qu'on est sûrement sur un réemploi de cette structure, mais pas du tout sur une structure faite pour réaliser une pêcherie. La deuxième théorie porte sur les viviers, et là aussi on est d'avis à l'exclure. En effet, la structure de Portscarn est réalisée en pierre sèche, donc ce qui rend en fait impossible la contenance d'eau, étant donné que ce n'est pas étanche. Et on est aussi sur un deuxième argument qui est que ces structures, on peut voir ici, elles suivent l'inclinaison du sol. Donc il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun élément maçonnique qui permet en fait de compenser cet écart de niveau. Donc là aussi, on n'est pas trop d'avis à utiliser cet argument. C'est quand même renseigné, tous les éléments qu'on va étayer là, on s'est renseigné par rapport à des experts, là notamment Christophe Morange, qu'on a amené sur le terrain, donc lui qui est spécialiste, donc un chercheur d'Aix-Marseille, spécialiste des infrastructures portuaires antiques, et qui est aussi spécialiste des anciens viviers romains. Et donc là, en effet, on est devant une structure qui ne porte pas à croire qu'on est devant des viviers. Par conséquent, on s'est rapproché des données historiques. Donc là, on a fait appel à des historiens. Et là aussi, on se retrouve devant un flou. Par rapport aux mentions écrites, on a des éléments assez connus qui citent Pinard à partir de 1330, donc on arrive à reconstruire un peu l'histoire locale. Cependant, on n'a aucun élément qui fait part d'un port médiéval ou d'un port de commerce ni de pêche aux alentours de Portscarn. Donc en fait, on a des éléments historiques existants qui font mention de port, mais plutôt au sud de Pinard. On n'a absolument rien sur Portscarn, donc on a une abondante littérature qui apporte peu, mais on voit que dans les écrits, on se rend compte que ce passage était assez réputé pour être un passage au large difficile, et qu'on peut émettre une hypothèse d'un site d'abri. Donc voilà, là aussi on a encore des arguments qui portent à croire qu'on est sur une zone plus ou moins portuaire, plus ou moins abritée. On s'est intéressé avec Daniel Lebris et son thésard Maël Gézéquel sur la microtoponymie locale. Et là, on a pas mal d'éléments assez intéressants.
qui se recoupent avec des lieux-dits, notamment utilisés par les anciens pêcheurs du coin. Donc ils se sont pas mal intéressés là-dessus. Et on peut en tirer plusieurs éléments, notamment tout d'abord de Porscarn, qui signifie le havre du cairn. Donc le havre du cairn, c'est par rapport au tumulus, comme vous pouvez voir ici, le Rosmer qui avait été indiqué ici. On a aussi des éléments intéressants par rapport à Rosmer, donc qui correspond au terme grand tertre. Et ces deux toponymes font référence au cairn néolithique. On a aussi le nom de Cornarleus, qui se trouve juste ici, à cet endroit, et qui peut se traduire par l'angle du talus fortifié. Donc là, on a vraiment, on arrive à retracer historiquement aussi les éléments, enfin les anciens monuments existants de la pointe de Porscarn. Donc ça permet d'attester un peu de l'occupation humaine et de confronter en fait ces éléments avec la réalité de terrain. On peut également aussi mentionner le toponyme Begarpont, qui peut correspondre à une chaussée naturelle ou à un aménagement anthropique qui peut se traduire par l'extrémité du pont. Et on a un toponyme qui nous intéresse tout particulièrement, étant donné qu'il se trouve juste au niveau des structures de Porscarn. Et donc c'est Plasturienne Arvagou, que l'on peut traduire par l'endroit où l'on équipe les navires d'un gouvernail. Donc là, on est devant un toponyme qui indique une fonction liée à la construction et à la réparation de navires. On est sur un terme, le terme breton stur, se rapproche du gaélique et on est sur une racine plutôt d'Europe du Nord, qui est toujours utilisée aujourd'hui, notamment en Hollande, qui déduit en fait un gouvernail, un guidon. Donc on est devant un terme assez intéressant, d'autant plus intéressant que ce toponyme stur demeure rare. En Cornouailles, il n'y a seulement que 3 occurrences. Donc là, on peut peut-être émettre l'hypothèse qu'on est devant des termes employés, d'origine étrangère, plutôt d'Europe du Nord. Ça nous permet de nous construire un peu un premier avis et de commencer à étayer peut-être nos futurs arguments. Par rapport au terrain, parce que du coup, on s'est dit, bon, on va mêler tout ça un peu d'archéologie. On se rend compte qu'on est sur des vestiges maçonnés, donc qui forment un ensemble. On est sur une construction similaire, c'est des blocs roulés qui sont assemblés les uns aux autres avec des parements externes ici, donc qui forment des rectangles de 20 mètres sur 5, avec de chaque bout, donc comme je vous montrais, des pierres dressées qu'on peut voir ici, à peu près toutes de la même dimension. On est sur entre 1 mètre, 1 mètre 20, et on a réalisé des coupes ici. On peut voir qu'on est sur une infrastructure donc maçonnée, qui est enchevêtrée, et qui forme un tout. Donc on a une première approche intéressante qui permet de se rendre compte qu'on est sur une infrastructure portuaire, sur une première infrastructure maçonnée qui a été édifiée par l'homme, une succession de rectangles. Donc ça nous a intrigué un petit peu et on a creusé un petit peu nos observations et on s'est rendu compte que un peu plus haut sur l'estran, on a d'autres alignements qui se dessinent petit à petit. Donc c'est assez intéressant, on peut imaginer des continuités ici avec potentiellement un autre rectangle un peu plus grand. Là on est sur des dimensions qui atteignent 15 mètres sur 25, on a des éléments beaucoup plus petits en hauteur, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on retrouve notamment en haut d'estran par ici, toujours ces pierres dressées, donc là qui sont couchées, sorties de leur maçonnerie, mais voilà, même dimension avec les mêmes rainures. Donc on est sur quelque chose qui est assez intéressant et aussi assez, pour l'instant, unique en Bretagne. On se retrouve devant pas mal d'interrogations. On a essayé de croiser du coup tous ces éléments archéologiques avec une interprétation géographique. Et là, on s'est rendu compte que pour replacer en fait ces structures dans leur environnement, essayer de les comprendre un peu mieux, on s'est rendu compte de plusieurs éléments. Premièrement, qu'on est sur une zone où la houle a tendance à être diffractée, donc c'est-à-dire la houle, généralement la houle dominante qui vient de sud-ouest-ouest, va avoir tendance à percuter la pointe de Porscarn et donc va faire une diffraction, donc c'est-à-dire elle va être quand elle va percuter la roche, elle va avoir tendance à modifier son orientation. Et en fait, on se rend compte que les rectangles de Porscarn se retrouvent alignés de manière perpendiculaire à la houle. Ce qui est intéressant, en imaginant pourquoi pas une structure portuaire,
ce qui voudrait dire que si un navire se trouve accroché par les bites d'amarrage haute et basse, ça va permettre au navire de se retrouver perpendiculaire à la houle et donc d'avoir une stabilité, notamment de la proue et de la poupe. Donc on a des éléments aussi intéressants. On se rend compte aussi, et là c'est par une cartographie des fonds marins, on a un couloir naturel ici qui permet, qui se trouve en fait le massif de Gloanejan et la pointe de Porscarn, donc un endroit un peu plus profond que la moyenne, qui descend à peu près à une dizaine de mètres, large d'à peu près une trentaine de mètres, et c'est le seul endroit qui permet d'accéder à la pointe de Porscarn ici. Si on remonte ici, on a les bancs de sable, et là c'est plutôt propice à l'échouage, d'autant plus qu'on a beaucoup plus de houle qui se retrouve ici. Donc on a un contexte géographique qui permet de dire oui, on pourrait se trouver devant un site portuaire assez intéressant. On a fait une prospection subaquatique pour se rendre compte un peu des fonds marins, et on se rend compte que bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'au niveau de ce couloir, on a une intensité de courant qui rend donc la navigation assez complexe, mais possible, avec notamment une prise en compte des marées, ce qui va permettre de soit sortir facilement, soit de rentrer de la baie. Donc la navigation est rendue possible, on a encore la preuve aujourd'hui avec les canotes qui se trouvent en mouillage. Donc voilà, ce sont plusieurs arguments qui nous permettent d'étayer en fait une première hypothèse d'infrastructure portuaire. Donc on a essayé de remettre en contexte cette hypothèse avec les éléments historiques, en se disant bon, on a plutôt, si on s'inscrit au Moyen-Âge, aux alentours de 980 à 1023 après Jésus-Christ, on arrive en fait à resituer le niveau marin, comme vous pouvez le voir ici. Donc là en fait ces deux traits c'est les niveaux marins actuels, là c'est le niveau moyen, là c'est le niveau de pleine mer de vives eaux. Donc on se rend compte que quoi qu'il en soit, la structure à l'heure actuelle est recouverte assez facilement. On a réussi par des relevés à la fois géographiques, archéologiques, à reconstituer le niveau marin d'il y a à peu près 1000 ans, et on se rend compte qu'on est quand même sur une structure opérationnelle avec un niveau moyen un peu plus bas, un niveau de pleine mer de vives eaux un peu plus bas, mais qui permet quand même de recouvrir entièrement cette structure. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on peut proposer une première hypothèse en disant que, ben oui, ce site peut permettre d'être accessible par des navires. Et on peut dire, on a réussi à faire c'est un petit schéma en fait. Tout ça c'est issu c'est des travaux encore en cours, hein, donc il y a encore pas mal d'éléments qui vont être modifiés, mais bon là c'était pour illustrer un peu les propos. Et ben on peut se rendre compte que avec les pleines mers de vives eaux anciennes, on a assez de hauteur entre les bites d'amarrage les plus basses et le niveau moyen, d'avoir un tirant d'eau d'environ plus ou moins 30 mètres, donc ce qui permet à des navires de faible tirant d'eau, donc moins d'1 mètre, de pouvoir accéder assez facilement à ces structures. Et on s'est posé la question de se dire, bon, si on se trouve devant une infrastructure portuaire, et dans la mesure où ce site est vraisemblablement une infrastructure portuaire, nous pouvons évacuer les pistes de datation antérieures au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que les dimensions des quadrilatères ne correspondent pas aux dimensions des embarcations pré- et proto-historiques. On est sur des embarcations beaucoup plus petites, ça ne correspond pas du tout. On s'est dit, on est peut-être sur des structures plus récentes que le Moyen-Âge. Donc on s'est dit, pourquoi pas s'interroger sur l'âge d'or de Pinmar, qui est aux alentours à peu près du 15e, 16e siècle. Donc on s'est dit, par rapport à cette époque, quel navire a été utilisé? On a encore pas mal de traces, notamment là des relevés qui ont été réalisés sur l'abbaye de Saint-Guénolé. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a des sculptures qui permettent de mettre en avant les types de bateaux utilisés à cette époque. Et en fait, on est sur des nefs avec donc des bateaux de commerce avec un fort tirant d'eau, ce qui veut dire, et qui ne permettent pas d'être échoués. Ça demande une infrastructure portuaire. Donc, cela veut dire qu'elles ne peuvent pas être propices à ce genre de structure. Donc ça nous amène assez rapidement à la période
du Moyen-Âge. Et les seuls bateaux que nous connaissons à cette époque pouvant correspondre aux critères que nous avançons, eh ben, nous renvoient au peuple scandinave et à leurs navires. Plus spécifiquement le Carve. Le Carve, c'est donc un bateau viking qui était utilisé à la fois pour des raids et à la fois pour du transport de marchandises. Et c'est assez intéressant parce qu'on se retrouve avec des formes d'une coque de navire qui collent parfaitement avec les dimensions des structures de Porskarn. Donc, c'est des éléments qui nous intéressent, d'autant plus que l'hypothèse d'une occupation de la pointe à cette période donc, du Haut Moyen-Âge, donc invasion viking, eh ben, peut être soutenue grâce aux sépultures qui ont été fouillées précédemment, que je vous ai évoquées tout à l'heure, donc qui ont été datées au carbone 14 et qui correspondent à la période du Haut Moyen-Âge. Donc il est donc possible que les structures rectangulaires puissent correspondre à cette époque. Donc, on s'est dit, s'il y a une infrastructure viking, ça veut dire qu'il y a forcément des vestiges qui sont peut-être plus ou moins similaires ailleurs. Donc on s'est un peu intéressé notamment à la littérature scandinave et écossaise. On est rentré en contact avec des chercheurs du coin. Et en effet, on arrive à trouver pas des éléments identiques, mais des analogies. Et si on se recoupe avec l'histoire locale, en effet, l'occupation des Vikings est mentionnée en Cornouailles de la fin du 9e siècle jusqu'au milieu du 10e siècle, par certains historiens, notamment par M. Cassard. Ce peuple avait pour habitude de construire en haut d'estran, donc comme vous pouvez voir ici, des abris à bateaux appelés nost ou boat houses en anglais. Et en fait, ils permettaient d'entreposer leurs navires en période hivernale. Plusieurs sites scandinaves présentent forcément des analogies avec le site de Porskarn, mais il y a quand même pas mal de différences. En effet, cet argument doit être avancé avec prudence, car les cas étudiés sont généralement situés hors d'eau avec une ouverture côté mer, comme vous pouvez voir ici sur l'illustration. Ce qui n'est pas le cas en fait de Porskarn. Donc si cela constitue une différence avec les structures vikings, il faut rappeler qu'elles se sont implantées dans les mers où les marées sont peu importantes, ce qui n'est pas le cas d'ici où on a plutôt un fort marnage. Il a donc fallu que les Vikings s'adaptent à leur nouvel environnement avec un fort coefficient de marée et donc modifient peut-être des structures qu'ils étaient habitués à construire. On a aussi, là vous pouvez voir, des vestiges avec pareil des alignements de pierres formant un rectangle qui font vraiment penser au site de Porskarn. Donc, si on peut conclure cette présentation, c'est que premièrement, en fait, on est sur une matière, donc l'archéologie d'Estran, qui en est assez balbutiement. On n'a pas encore tout découvert sur l'Estran breton. Donc si ça se trouve, on va peut-être être amené à découvrir d'autres sites archéologiques du même type. Donc ça va peut-être nous permettre d'avancer un peu plus dans nos recherches et peut-être d'étayer ou non cette première hypothèse, qui n'est pas actée. C'est vraiment quelque chose qu'on commence à soumettre avec beaucoup de prudence. Et il y a aussi des éléments qui tendent à soutenir l'hypothèse d'un site portuaire, quoi qu'il en soit, aussi bien dans le contexte géographique, historique, archéologique, aussi bien, dans la microtoponymie. Donc on a plusieurs éléments et le caractère interdisciplinaire de notre étude a permis au moins de construire un argumentaire qui fonctionne par élimination. Et en fait, nous avons pu restreindre la temporalité de cet ouvrage sur la période médiévale et de procéder à ce qui aurait été impossible si nous étions cantonnés uniquement, notamment à l'archéologie. Donc voilà, en fait, c'était une première ébauche d'un travail en cours et qui permet en fait de montrer que la science, c'est beaucoup de matières qui peuvent en fait se compléter et même si on a un site qui nous pose question et à laquelle on n'a pas beaucoup d'éléments, en croisant les regards, en essayant d'argumenter, de réfuter des éléments, on peut arriver petit à petit à une proposition, une ouverture d'hypothèse. Donc voilà, merci de votre attention et voilà les remerciements de certaines personnes. Si vous avez des questions, qu'en est-il de l'ensemblement de ces structures? Alors justement, on a essayé de faire des premières
pas des fouilles, parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas forcément reçu l'autorisation. En fait, on est sur une structure qui a été découverte, donc, enfin, qui commence à intéresser en fait l'archéologie des sondes. Donc, par rapport au drasme, tout ça, on n'a pas encore vu, mais on a quand même essayé de regarder un peu en faisant une prélèvement superficiel. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de mouvements de sable. On se retrouve assez facilement, notamment au niveau des pierres, si on gratte un petit peu, en mettant peut-être une coupe ici. Voilà. En fait, on se rend compte que là, on est sur une assise de pierre qui descend pas plus loin que 40 cm, et on se retrouve facilement avec des éléments modernes comme du plastique. Donc, ce qui veut dire en fait il y a un remous permanent. On est quand même sur une zone qui, malgré en période estivale, on est assez calme. Enfin, ça dépend, mais on a quand même beaucoup de transit sédimentaire, quoi. Donc on est sur un niveau instable. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que on est sur un sable coquillé qui a eu tendance à faire un phénomène de beach rock. En fait, c'est le calcaire qui va se dissoudre et qui va faire une concrétion du sable. Et donc en fait, on est sur un sable qui est très dur, très compacté. On va avoir du mal à creuser. Et en fait, on pense que c'est ce qui explique que cette structure a pu durer dans le temps malgré qu'elle ne soit pas forcément enfoncée de beaucoup dans le sol, quoi. Donc, voilà. On ne peut pas penser que le chenal a été aménagé? Alors, on s'est posé la question. On a plongé. Par rapport au... Ouais. Et en fait, on a fait un peu une prospection sous-marine. On a plongé un petit peu et en effet, on peut se poser la question. Mais non, on est quand même sur une accumulation de blocs roulés. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur le délitement de la roche-mère. Ce qui veut dire que ça n'a pas été creusé forcément par l'homme. Après, rien n'est à exclure que peut-être il y a eu des blocs roulés qui ont été retirés, mais on est quand même à une dizaine de mètres de profondeur. Ça rend la chose un peu complexe. Donc bon. Ouais, voilà. Si on se remet par rapport à la technologie de l'époque, bon, ça paraît un peu gros, mais bon. C'est pas exclure, on va essayer de refaire des prospections sous-marines pour y voir peut-être un peu plus clair et peut-être trouver d'autres éléments. Est-ce qu'il y a d'autres sites vikings répertoriés dans le Finistère? Oui, il y en a plutôt pas mal, oui. Ah oui. En fait, on a quand même des traces qui ont été laissées, assez importantes, et des traces qui ont été laissées, notamment dans les écrits. Et aussi bien dans les sites, donc la microtoponymie, on arrive à reconstituer un peu les origines des mots et donc reconstituer les populations qui ont pu venir ici. Et on a aussi les traces dans les écrits, notamment l'abbaye de Saint-Guénolé qui avait été complètement... Donc voilà, on sait qu'on a une présence qui a été notamment attestée ici, au niveau de la pointe de Pinard. Oui. Dans la microtoponymie, vous avez cité Tanroué. Tanroué, ça veut dire quoi? Alors, Tanrouès, le problème c'est que... C'est un caillou qui est tout seul. Voilà, le truc c'est que moi je ne suis... Daniel Legouis n'est pas là, moi je fais que de récolter ses propos, donc je me fonde totalement dessus. Mais voilà, il a essayé de mettre au moins en avant tous les termes qui étaient plutôt intéressants et qui se rapprochaient un peu de notre structure. Ouais. Ça ne veut pas dire le feu? En fait, ouais. Il pourrait y avoir un feu qui en fait, voilà, il y a eu cette question qui s'est posée. On a fait le lien aussi avec tout simplement l'accumulation de goémons qui était faite à cet endroit-là, qui était en feu, et l'accumulation de goémons, ça a tendance à rougir un peu. Donc, on peut se poser plusieurs questions. On peut se poser aussi la question de la déformation du langage à long terme. Donc, on a plutôt d'éléments. Là, de ce que j'ai compris, Daniel me disait qu'on est un peu sur un terme pas trop fiable. Il préfère rester prudent là-dessus. Ouais. Parce que ça aurait pu être un feu pour indiquer... Exactement, ouais, tout ça. Donc bon, c'est des éléments qui sont intéressants, mais là, il m'a dit qu'il
il voulait prendre plus de pinces quand même là-dessus. Il n'était pas, voulait pas non plus avancer trop d'éléments, parce qu'ils sont trop maigres. Oui, pardon. Est-ce que vous avez déjà vu sur la grande plage de Portscarn, quand on Oui. descend Oui. chez les sauveteurs, là, Oui. en ce moment on ne voit pas parce que beaucoup de sable a été ramené, mais Mhm. on voit des alignements l'année dernière, l'année d'avant, très nets, d'effleurements de roches, et qui sont disposés aussi comme si c'était des hauts de maisons, ou je sais pas. Mais en fait, ouais, Vous on se avez pose vu la ça question, on a notamment... C'était très remarquable on a- les hivers passés. Mais voilà, c'est pour ça on se dit on est peut-être devant quelque chose un peu plus grand que prévu. On a notamment un peu plus au sud, sud-est, on se rend compte qu'il y a plein de bites d'amarrage en fait, un peu partout. Là il y en a par là, il y en a. Donc voilà, on se pose pas mal de questions. Là on a. Mais il y a vraiment des grands rectangles. Ben voilà, il y a qui des se rectangles qui se forment. découvraient, Voilà, qui se c'est ça. découvraient. Donc Mais là on les voit plus, ils ont été ouais, ensablés c'est de ça. nouveau. Ouais. Donc faut attendre un démaigrissement assez fort, mais ouais, on s'est rendu compte que il y avait potentiellement d'autres vestiges qui existaient au moins sur l'estran. À un certain moment, on va se faire Oui. une atmosphère. Côté nord de la Torre, il y a des traces de digue d'un ancien port. Mais oui, alors là, C'est de la même époque. Mais... ben, on se pose, on a essayé de voir ça. Nous, on n'est pas sur la même époque, on pense pas, mais on s'est quand même intéressé. On s'est dit, ça peut s'avérer. On s'est rendu compte aussi vers Carity, on a des structures un peu rectangulaires, mais on est plus sur des viviers. Mais enfin, on a des éléments qui posent question quand même aussi. Et qui ne sont pas forcément référencés ou non connus dans les écrits. Donc voilà, on se pose aussi pas mal de questions. Oui. Est-ce qu'il y aurait des structures similaires au niveau de l'île au Roi? De l'île au Roi. C'est l'entrée de... quand on est rentré après le Puy, l'entrée le Puy, la rivière, Ouais. on arrive à l'île au Roi. Qui est connu pour avoir été un site viking. Ouais, exactement. On a regardé, et non, on n'est pas sur les mêmes. Pas sur les mêmes. On se pose la question, mais plus peut-être sur les viviers. En fait, on sait pas trop. Enfin, ça correspond pas du tout à la configuration de Portscarn, quoi. Donc on cherche, on essaie de trouver des éléments similaires, notamment en se rapprochant, comme dit, de zones où on sait qu'il y a une implantation viking, mais pour l'instant on n'a pas trouvé. Là on est en train de faire un lien assez intéressant en mettant en avant le caractère stratégique du lieu, aussi bien dans la navigation qui était facilement repérable avec les 30 km de sable de la baie d'Audierne, on avait la torche avec son tumulus qui est toujours actuel, on avait les 2 tumulus de la pointe de Portscarn, donc ça faisait un repère visuel assez intéressant. On avait aussi d'un point de vue stratégique les anciennes salines du Haut Moyen-Âge qui se trouvaient un peu plus dans les terres. Donc là il y a un caractère aussi stratégique aussi bien dans le commerce, dans le sel. Donc voilà, on se pose pas mal de questions dans l'implantation et le côté un peu stratégique d'avoir implanté ces structures. Oui. Alors, votre essai bathymétrique est intéressant. Sur les niveaux de la mer maintenant Oui. et à cette époque-là, il y a quand même des documents qui existent, enfin des écrits qui existent quelque part sur les Glonéjeunes que vous avez cités. Oui. Et les Glonéjeunes, il y avait des mûriers. Les gens ils ramassaient des mûres sur les Glonéjeunes et certains Oui. emmenaient paître leurs vaches. Donc ça veut dire que le niveau de la mer était quand même différent. Ben, c'est ça. Et c'est là que c'est pour en adéquation avec... C'est pour l'adéquation, mais là du coup on se base vraiment sur des éléments un peu plus peut-être un peu plus pointus, un peu plus complexes. Après là on est quand même sur des sites où il y a une topographie très faible, donc 1 mètre d'écart peut changer complètement le contexte en fait. Donc là après on est sur des approches, au final c'est assez compliqué de retracer l'évolution du niveau marin. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais là, on est sur des éléments... en fait, on se base sur des carottages qui ont été effectués à différents endroits du Finistère, qui permettent en fait de voir les anciens niveaux d'accumulation de sable, les niveaux marins en fait d'amas coquillés. Et en fait, ces amas coquillés, on arrive à les dater au carbone 14. Donc on arrive en fait à retracer
et ben, le niveau marin par rapport au restant de la macoquillée. Donc on se base là-dessus et là les éléments portent à croire qu'on est plutôt sur une baisse de niveau. Donc 1000 ans plus tôt, voilà, une baisse de niveau de à peu près 1 mètre en dessous. Honnêtement, empiriquement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus bas. Et oui, mais voilà. Empiriquement. Ouais, mais ouais. Pas forcément. Après là on est sur 1000 ans, donc c'est pas énorme d'un point de vue historique. On est quand même au Moyen-Âge. C'est pas forcément choquant, je trouve, 1000 ans. Parce que, pareil, si vous regardez les étaux, il y a des gens qui ont encore des titres de propriété au niveau des étaux. C'est-à-dire que les gens allaient aussi, par véhicule, emmener leurs animaux paître aux étaux. Donc ça met en cause toute cette histoire de niveau là on est un peu dans un flou artistique. C'est ça, c'est pour ça c'est un peu. On ne parle pas de réfléchir. Ouais, mais c'est pour ça c'est assez complexe. Et puis il y a toujours confronter les éléments, l'histoire en fait locale avec des éléments peut-être plus physiques. Et donc c'est là aussi où nous on insiste bien sur le fait, c'est une hypothèse, c'est une supposition, on se raccorde avec des éléments qu'on peut arriver à dater plus ou moins facilement, mais on n'arrive pas là en disant c'est des éléments fiables à 100%, et voilà, on prend toujours des pincettes et plus on aura d'éléments d'information, plus ça va permettre de peut-être reconstituer, de faire une approche paléogéographique. Oui. Oui, donc là, votre hypothèse, c'est que ce sont donc des étrangers à la région, donc qui auraient les touristes, fabriqué, construit cette structure. La question est la suivante. Est-ce que les populations locales, à l'époque du Haut Moyen-Âge, avaient des outils conceptuels, culturels, pour construire une structure aussi complexe? Parce qu'en fait, c'était pour l'époque une structure très complexe. Importante, complexe. Alors, est-ce que les populations autochtones, qu'on n'appelait pas encore bigoudaines, bien sûr, mais enfin, qui habitaient dans la région, dans le secteur, avaient ces outils culturels, intellectuels pour le faire? Alors déjà, complexe, oui, on n'est pas forcément sur une structure complexe, on est quand même sur une structure assez importante, mais dans la méthode de construction, on est sur de la maçonnerie au final très simple, on est sur une accumulation de blocs de différents diamètres. Vous avez dit le choix du site qui est pertinent. Alors oui, après, forcément, c'est comment dire, je complète ma question. Oui. Est-ce que la population locale était importante ou pas à l'époque? Est-ce qu'on a une idée de la densité de population à la pointe de Pinmar? En tout cas... En d'autres termes, est-ce que c'était un peu le désert ou est-ce qu'il y avait une population déjà assez importante le problème, c'est que pour mettre en forme une structure de ce genre? Exactement. Alors en fait, on a plusieurs éléments. Premièrement, on a le caractère assez original. On ne retrouve pas du tout le même genre de structure sur tous les strands bretons pour l'instant. Donc ça nous permet de déjà mettre en avant qu'on est sur une méthode de construction qui est plutôt étrangère à la région. Deuxièmement, par rapport à la population, c'est très difficile de recenser une population, notamment ici à Pinmar, au niveau du Haut Moyen-Âge, étant donné que tous les écrits, plus d'une grande partie ont été brûlés par les Vikings, étant donné que c'était l'abbaye de Saint-Guénolé qui détenait un peu, à l'époque, à cette époque-ci, tous les éléments. Donc c'est un peu compliqué. Justement, il y a beaucoup de... Les historiens ne sont pas vraiment d'accord sur le nombre de populations, sur l'histoire même de Pinmar, où on évoque un âge d'or de Pinmar au XVe siècle. Au final, on se rend compte que c'était peut-être pas si énorme que ça. Donc, d'un point de vue historique, c'est pas mon métier, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais bon, c'est quand même assez complexe de donner un nombre de populations à cette époque-là. Par rapport à l'orientation, on est quand même sur une infrastructure, s'il s'en est une en tout cas, une infrastructure portuaire assez étrange, mais au final dans sa construction assez simple, et on se rend compte que les ports médiévaux étaient quand même déjà, c'était déjà très connu, on savait construire des ports, et donc du coup on avait les compétences intellectuelles de comprendre comment fonctionnait
Bah, après, c'est juste de l'observation. Là, par exemple, à Porskarn, il suffit juste de se mettre sur la pointe, de se rendre compte que, bien, en fait, on regarde au nord-est de la pointe, on a des vagues qui sont énormes et qui se recoupent, par exemple, avec la pointe de la Torche. C'est aussi pour ça que c'est un spot de surf. Ça aussi, c'est juste de l'observation. Et alors qu'on se rend compte que, bah, si on se rapproche un peu plus de cet endroit, on est sur des vagues qui sont un peu moins fortes, malgré que certaines périodes, ça peut quand même avoir une grosse importance. Donc, oui, on est quand même sur des structures où on sait qu'il y avait une intelligence, enfin, intellectuellement parlant, oui, on est quand même devant des populations qui étaient aptes à pouvoir prendre ce genre de monuments, notamment, bah, si on regarde les Vikings, ils avaient pour l'époque des bateaux qui étaient quand même assez évolués, enfin, donc non, on est quand même sur des... Enfin non, on n'est pas... On a affaire à des idées. Oui, voilà, on est quand même sur une structure qui est potentiellement réalisable pour l'époque. Juste une dernière chose, Oui. Votre hypothèse me paraît très séduisante dans la mesure où elle rejoint une autre énigme qui est celle de la mystérieuse abbaye de Loctudie. Oui. L'abbaye de Loctudie qui aurait donné son nom à Point B, le pont construit par l'abbé. Or, on sait qu'en l'an 1000, l'abbaye de Loctudie a disparu. Elle a complètement disparu. On n'a jamais trouvé d'ailleurs une seule trace archéologique ou archivistique de cette fameuse abbaye de Loctudie. Et donc ça veut dire que si abbaye il y a eu, et il y a sans doute eu abbaye au haut Moyen-Âge, elle a disparu au IXe siècle, au IXe, au Xe siècle, et vraisemblablement à cause des Vikings. Voilà, à cause d'un raid viking, d'un pillage viking, etc. Et c'est une abbaye qui, à la différence d'autres abbayes bretonnes comme l'Andévennec, etc., n'a jamais été reconstruite et les moines ne sont jamais revenus. Donc ça veut dire qu'il y a eu une occupation sans doute viking assez longue dans la région. Et vous connaissez sûrement l'île Aura à Quimper, qu'on attribue aussi, alors j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous l'attribuez, vous personnellement et votre équipe, aux Vikings aussi? Alors moi, spécifiquement, je ne vais pas m'avancer là-dessus, sachant que je ne suis pas un spécialiste viking non plus. Je précise, l'île Aura, vous connaissez l'île Aura. L'île Aura, c'est ce quadrilatère, enfin, c'est un îlot artificiel qui se trouve juste en face de l'Aniron. Vous voyez, quand vous êtes dans la propriété au château de l'Aniron, vous avez en plein milieu de l'Aunay un affleurement, c'est un îlot, on comprend tout de suite qu'il est artificiel, et des historiens ou des préhistoriens de cette époque-là l'attribuent aux Vikings. Donc ça veut dire qu'ils ont resté assez longtemps pour construire ça. On sait qu'il y a eu une occupation viking à peu près 50 ans, quoi, ici. Oui. On est revenu sur cette attribution. Et donc, une fois que la navette est redescendue, les bateaux ne pouvaient plus descendre. Ben, c'est pour ça déjà, premièrement... Il y a un rapport avec les nôtres, là, ces fameux abris vikings que l'on trouve aux Hebrides et dans les pays scandinaves. Mais les nôtres, c'était des abris où on mettait les bateaux vikings au sec. C'est ça, oui, c'est ce que j'ai évoqué. Ouais. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas sûr à 100%, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Là, on se rapproche plutôt d'analogie, et notamment dans la façon d'être utilisé. On sait que là, ça peut être uniquement utilisé par des bateaux à fond plat. Donc, des bateaux qui peuvent pitcher, donc s'échouer. Donc ça nous permet de nous raccorder, on s'est aussi intéressé par rapport aux dimensions. Ça ne peut pas être des petits bateaux de pêche forcément, si c'est une infrastructure portuaire, ça veut dire qu'on est sur des bateaux assez conséquents et assez effilés aussi. Donc c'est plein d'éléments, je ne suis pas en train d'affirmer du tout qu'on est devant une infrastructure viking, on est juste en train de dire c'est assez intéressant et c'est pour ça que c'est un article et c'est des travaux qui sont encore en cours. On s'est rapproché d'Oliver Grimm, tous ces scientifiques qui sont spécialistes de l'occupation viking, notamment au nord de l'Europe, qui nous ont un peu apporté des éléments. Ils sont aussi interrogatifs que nous. Et là, l'idée, en fait, c'est de poursuivre en fait, avec eux et d'avoir un peu leur expertise, parce que là, on est clairement dans quelque chose d'énigmatique. Le côté, en fait, unique nous porte à croire qu'on est quand même sur une structure qui est peut-être, qui a été apportée
du moins par une population extérieure à une population locale, parce que sinon on aurait retrouvé, c'est comme les pêcheries, comme les viviers sur Estran, on est quand même sur des structures qui sont assez communes sur le littoral, notamment breton. Là on est typiquement devant quelque chose d'assez étrange. Donc c'est pour ça qu'on se permet d'évoquer peut-être une population, malgré qu'on sait qu'il n'a pas beaucoup d'éléments. Donc c'est là aussi l'idée, c'est de dire, nous, et c'est d'où la présentation, j'avais bien insisté là-dessus, c'était, on met premièrement en avant qu'on est potentiellement devant une infrastructure portuaire médiévale. Après, qui l'a construit, on ne sait pas, on n'a pas de traces, on n'a aucun élément. Donc de toute façon, ça va rester, à moins qu'on trouve quelque chose dans une fouille, mais on n'a aucun élément qui permette de certifier à 100%. On essaye juste de se raccorder avec les éléments. C'est pour ça le regard croisé un peu de l'approche. Oui. Cette zone, on n'a pas de notion d'utilisation comme un port, comme un port local, pas évident, dans le Moyen-Âge. Non, on n'a aucune mention. Un abri de transit. On n'a aucun élément, c'est juste voilà, le premier à citer ce site, c'est Beautemps-Beaupré, qui évoque le caractère d'abri du lieu, mais un abri provisoire. Voilà, on n'a pas trop... on n'a aucun élément qui permette de dire il y a un port, un édifice portuaire à Postcam. Donc c'est une belle opportunité pour un extérieur. Voilà, ouais, tout à fait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Oui, tu as quand même une influence septentrionale. Ouais. Sûre, assez certaine. Ouais. Et ça colle assez bien avec le briquetage, le peu de briquetage qu'il y avait, des restes gros comme ouais, on les a vus avec Ivan, en effet. Et on ne voit plus rien, il n'y a plus rien. Mais ces briquetages, il y en avait suffisamment pour comparer avec celui de Mesperleuc à Pruinec. Et celui de Mesperleuc m'a toujours travaillé parce que c'est, à ma connaissance, un des rares sites à briquetage au sud de la Bretagne qui a des caractéristiques qui sont celles des briquetages du Nord. Et en même temps, des récipients qui ressemblent à ceux du Sud. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'influence. Une influence, quoi. Certaine du Nord sur le Sud. Et ça va avec ça. Et il y a une autre chose qui m'a toujours intrigué. La date radiocarbone que j'avais obtenue pour Mesperleuc était très récente, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était autour du 8e siècle ou quelque chose comme ça aussi. Et Giraud n'en avait pas voulu parce qu'elle ne collait pas avec les autres briquetages. Et tu vois, ça semble bien coller avec. C'est pour ça qu'on a plusieurs éléments qui nous permettent de faire. Et moi, je pense qu'il faudrait regarder du côté de Mesperleuc s'il n'y aurait pas des choses comparables. Alors, peut-être pas ces choses-là, mais d'autres occurrences qui iraient dans le même sens.